Bonjour. Aujourd'hui, Gérard a proposé de nous parler d'une relecture des fondements politiques de Rousseau. Le texte dont tu choisis de nous parler fait partie des textes politiques, de philosophie politique de Jean-Jacques Rousseau. Finalement, quand Rousseau nous dit que l'humain n'est bon et que c'est la société qui le corrompt, je suppose, Gérard, que tu vas nous dire que ce n'est pas la société qui le corrompt, mais le complexe de Caïn. Si. C'est la même chose. Ah, c'est la même chose. Et ben voilà, je te laisse la parole. Bien, bonsoir donc. Cette soirée s'annonçait sous d'excellents auspices, puisque plusieurs personnes nous ont souhaité participer à nos travaux, au moins à titre déjà pour voir, et plus si affinité. Donc il y a une de ces personnes rencontrée en Tunisie, Élodie Jacquelet, qui est psychologue. Je m'en souviens, là, c'est bien dit. Parfait. Qui est psychologue à Necker. Je ne sais pas si c'est à Imagine que vous êtes psychologue. Non, les vieux bâtiments. À l'hôpital. Ouais. Et donc, nous nous sommes rencontrés, nous avons sympathisé au cours de ce colloque qui s'est tenu à Tunis. Je voudrais aussi vous dire un mot. On dit souvent que nous passons du coq à l'âne. Pour moi, on ne passe pas du coq à l'âne. Je dis ça pour vos sujets qui se joignent à nous. Nous avons, personnellement déjà, il faut me parler en jeu, j'avais un projet, et grâce à cette association, ce projet a pris forme, il s'est développé, il s'est enrichi, comme quoi le travail dialectique du solitaire et du groupe qui joue, il faut du solitaire, il n'y a pas d'énonciation collective, disait Lacan, mais il faut aussi du groupe, parce que, par rapport du sujet au groupe. Alors, le projet, c'est de construire, au fond, avec le côté mégalo de l'affaire, une nouvelle topique freudienne qui tienne compte d'un certain nombre de paramètres dont Freud ne voulait pas entendre parler. Puisque Freud a tout centré sur le complexe d'Oedipe. Et Lacan l'a suivi là-dessus, puisqu'il avait dit contre les gens qui s'étaient lancés, et ça dans les études de ce qu'on avait appelé le pré-Oedipe, et Lacan n'aimait pas du tout cette expression, il dit en analyse nous n'avons pas de pré-Oedipe, tout passe par l'Oedipe, puisque ce qui était antérieur est remanié dans l'Oedipe. Sauf que d'autres courants, d'autres écoles, d'autres analystes ont pensé que quand même les premiers pas de l'enfant étaient très importants, et qu'il fallait en tenir compte. Et le premier, le pionnier de l'affaire, a été ce psychanalyste qui m'aspire, comme dans une espèce de turbine, et qui a été le premier, qui s'appelait Otto Rank. Otto Rank. Donc dans ce travail que nous faisons depuis des années, il y a plusieurs textes qui viennent nous aider, et nous avons eu avec beaucoup d'émotion et d'intérêt, je crois, Gabriel ne me démentira pas, pris par le travail de René Girard, qui a été tout à fait enrichissant et important. Nous avons eu également l'arrivée de ce Otto Rank. Et ce soir, d'ailleurs, vous allez voir combien Rousseau aussi peut nous intéresser. Alors, je voudrais quand même vous dire deux mots de notre, je dis notre, puisque nous étions une petite délégation quand même, à Tunis, de ce que Rank, je l'ai surnommé l'ange déchu de la psychanalyse, puisque, pour ceux qui ne le savent pas, Rank était un jeune homme sans diplôme, et qui a rencontré Freud parce qu'il a tout de suite vu le génie de ce garçon. Et qu'est-ce qu'il lui a fait? Il a dit « passe ton bac d'abord ». Il l'a envoyé passer son bac. Il n'a pas dit ça comme ça, mais bon, il a envoyé passer son bac. Et il lui a financé ses études, puis la fac, puis le doctorat, puis tout ça. Et il va devenir une espèce d'alter ego de Freud, à tel point qu'il ira jusqu'à dire « depuis quelques jours, Rank n'est pas là, je me sens handicapé ». Cette espèce de fils adoptif ou de double, puisque Rank a
republié la trame de Hutung, l'interprétation des rêves, les différentes éditions, relues, enrichies, tout ça, c'est lui. Et Freud lui faisait entièrement confiance. Et il a même publié des textes avec lui, etc., etc. Et le même, qui était vraiment presque sans lui, Freud était paumé, était perdu, il ne savait pas quoi faire. En plus, ce gars, avait une culture extraordinaire. Moi, je l'ai surnommé le Google de ce temps-là. Chaque fois qu'un psychanalyste, il y avait quelques-uns qui n'étaient pas très doués, disons, pour lequel j'ai une antipathie de plus en plus forte, qui s'appelait Ernest Jones, qui est pour beaucoup dans l'histoire de Rank, qui a pactisé avec Göring dans les années 33 pour sauver soi-disant la psychanalyse. Je parle comment peut-on sauver la psychanalyse à l'ombre des fours crématoires. Donc à Tunis, j'ai voulu faire connaître au public qui ne semblait pas le connaître, ce personnage d'Otto Rank. Alors je voudrais juste vous communiquer. Je m'équipe dans une littérature assez abondante. Pas plus tard que ce soir, j'ai reçu dans ma boîte aux lettres ce livre de certain James Lieberman, qui a été publié par Mijola dans l'histoire de la psychanalyse, et qui est l'œuvre d'Otto Rank, la biographie d'Otto Rank. Ça s'appelle La volonté en acte, la vie et l'œuvre d'Otto Rank, préfacée par la fille de Rank. Voilà. Parmi les documents, tout le monde connaît Don Juan, en fait, il faut voir plutôt le double. Ça, c'est le livre du scandale, dont on parlera peut-être, le traumatisme de la naissance, qui va être la cause de l'exclusion, de l'excommunication. Vous avez cette revue, très belle revue, qui s'appelle Le Coquéron, que je vous recommande, parce que moi je la connaissais de nom, et puis voilà, elle se présente très très bien, et puis en plus, donc, qui a consacré déjà, en 2006, vous voyez on est en retard, hein, en 2006, a consacré un numéro spécial sur Rank, avec une belle étude de certains, s'appuyant d'ailleurs sur le livre de Lieberman, c'est comme ça que je l'ai connu, un certain Kramer, et puis il y a 2 conférences de Rank aux États-Unis qui sont traduites en français. Alors, je vous signale aussi la correspondance Rank-Freud, qui a été publiée il n'y a pas longtemps, aux éditions Campagne Première, qui en fait sont les éditions de la Société de psychanalyse freudienne, animée par M. Guillaumard. Vous voyez, c'est un gros pavé avec toutes les lettres. Je n'ai pas encore terminé la lecture, mais ça part depuis les premiers pages jusqu'à la rupture. Et puis il y a ce livre aussi il y en a d'autres que je n'ai pas et qui n'existent pas en français. Enfin, il y en a un sur l'art, je crois. Hein, Sophie? Oui, L'art et l'artiste. L'art et l'artiste, qui était au fond presque son premier livre. Il y en a d'autres qu'il a écrit par la suite, après son excommunication. Malheureusement, on ne les trouve pas en français, ou alors à des prix exorbitants, des 300 €, des trucs comme ça. Et puis, c'est pas traduit. Et bon. Il faut aussi signaler, et surtout peut-être, le premier livre, il avait 27 ans, 26 ans, quelque chose comme ça, qu'il a écrit ça, qui s'appelle Le mythe de la naissance du héros, dans lequel Freud, à l'origine, avait écrit un chapitre. Puis quand il s'est chamaillé, il a retiré son chapitre, et il en a fait un essai à part, qui s'appelle Le mythe individuel du névrosé. Au départ, c'était là-dedans. Alors, à Tunis, qu'est-ce que je voudrais vous présenter la conclusion de mon exposé. Il m'a semblé pouvoir dire que on peut non pas résumer, mais souligner les 4 points principaux de la pensée de Rank qui nous intéresse. Le premier, celui est inspiré par son livre que je vous ai montré, là, Le mythe de la naissance du héros, qui renferme une thèse peu exploitée, mais qui a, vous allez voir, en tout cas à mes yeux, elle est d'une importance exceptionnelle. C'est lui qui a introduit dans la psychanalyse l'intérêt pour l'ethnologie, l'anthropologie. Et après, Abraham va faire un truc là-dessus, Freud va écrire Totem et Tabou, etc. Mais lui, c'est le premier qui s'est intéressé à l'ethnologie et à la mythologie. Et il y a une thèse vraiment exceptionnelle dans ce livre,
qui dit la chose suivante. Qu'est-ce que c'est qu'un groupe? Ça rejoint mes préoccupations de manger le livre. Et il dit qu'un groupe repose sur un mythe. C'est pas un livre, mais un mythe. Pour moi, c'est exactement la même chose. Et qu'est-ce qu'un mythe? Et là, l'idée en plus qu'il apporte, qui me paraît très important, c'est un rêve collectif. Le mythe qui structure un groupe, c'est un rêve collectif. Que les membres du groupe rêvent ensemble. Et si vous ne rêvez pas comme les gens, comme les autres, si vous ne participez pas à ce rêve, vous sortez du troupeau, si vous voulez, eh ben, vous êtes mal vu, vous êtes un hérétique, vous êtes un méchant. Vous n'êtes pas un type bien, vous pouvez avoir des gros ennuis. Donc, ce concept de mythe, c'est celui qui structure tout groupe donné. Je ne sais pas si ça vous frappe autant qu'à moi. Je trouve que cette idée, elle est vraiment incroyable. Imaginez ce que c'est qu'un groupe, je ne sais pas moi, de chrétiens, de juifs, de musulmans. Ils vivent un rêve collectif. Ah, que c'était beau le temps de la Oumma initiale, les compagnons du prophète. Oh là là, qu'est-ce que c'était bien. Tout le monde s'aimait, enfin, sauf que... Bon. Et ce rêve collectif continue de hanter aujourd'hui les masses musulmanes, et en particulier les salafistes, par exemple. Qu'est-ce que c'est le salaf? C'est de revenir à ce rêve primitif. Bon, on va un petit... Les chrétiens, ils pensent, heureusement qu'il y a eu Saint-Augustin entre-temps, ils pensent à la parousie, si on pouvait revivre sur les chemins de Galilée, avec des bonnes sandales quand même, et suivre les pas de Jésus. Qu'est-ce que c'était beau! Quant aux Juifs, qui sont les plus mal barrés en ce moment, à mon avis, qu'est-ce que c'était beau, le temps du temple, Salomon, machin, etc. Bon, bon. Sauf que Maïmonide appelait ça la grande boucherie du temple. Mais bon, Maïmonide, c'est un peu bizarre ce gars. Donc ce rêve fondateur, ce rêve collectif qui fonde les groupes. Ça, c'est une idée d'autorant, quand même. Cette nostalgie de ce temps-là. Et ça va rejoindre une autre idée fondamentale de Rank, parce qu'il va approfondir, au fond, je crois, on peut faire un fil entre les deux, ce rêve, cette nostalgie de cet âge d'or initial, c'est ce qui va constituer le noyau de son livre. Je ne sais pas pourquoi il serait scandaleux, au départ il était très bien vu, celui le traumatisme de la naissance. Le traumatisme de la naissance, c'est cette idée presque métaphysique, il le dit, cette idée de la séparation et de la nostalgie de ce qu'on a perdu. Alors évidemment, le paradigme de ce traumatisme, c'est la naissance elle-même. Mais il le dit, c'est pas que la naissance, ce n'est pas des primaires comme ça. Enfin, il est clair que dans l'utérus maternel, tout allait bien quand même, je ne sais pas si vous en souvenez, et on était au chaud, on n'avait besoin de rien, il n'y avait pas de rival, c'est vraiment une espèce de paradis dont on garde la nostalgie. Alors, cette nostalgie d'un temps, d'un paradis, on pourrait appeler ça, oui, du paradis, quoi. Cette nostalgie d'un âge d'or, au fond, n'est pas très différent de ce qu'il disait dans le mythe de la naissance du héros. Moi, je trouve que ça, c'est d'une importance fondamentale. C'est un des facteurs politiques numéro 1 aujourd'hui. Donc ce mythe d'un âge d'or, ce mythe d'un temps, ce paradis, enfin de cet âge d'or plutôt, on le voit à quel point c'est un facteur aujourd'hui politique numéro 1, que ce soit au Moyen-Orient. Tous les allumés messianistes juifs qui voudraient reconstituer, voilà, à tout prix, c'est-à-dire au prix d'une guerre civile, c'est-à-dire au prix d'une guerre tout court.
les Russes et les Ukrainiens, etc., etc. Je pense que cette idée d'autorank est très importante. Alors, ce mythe, ça rejoint quand même un peu notre travail sur la fraternité, sur le fameux complexe, ce mythe collectif, c'est un mythe de frères, tempéré par une instance autre, par le livre, la loi, les évangiles, la Torah, le Coran, etc. Et troisième leçon que, je sais que je ne termine pas toujours mes phrases, mais bon, ça vient comme ça. La troisième leçon que j'ai retenue de Rank, c'est l'importance qu'il accorde au double. On en a parlé, ce livre qu'il a écrit là sur le double, que Freud a un peu méprisé, parce que dans Das Unheimliche, où il cite ce passage, il dit ouais, bof, non, oui, c'est bon, d'accord. Alors, je veux dire. Mais pour moi, je pense que c'est très très important. Troisième, donc cette importance du double, qui parfois est protecteur, mais qui le plus souvent est destructeur, avec l'angoisse que produit sa possible irruption dans le réel. Et Rank nous dit, mais en passant, que le frère, d'une certaine manière, incarne le double. Pas tout à fait, mais quand même. Mais déjà, on a ça chez... déjà, après, plutôt, on a ça repris par René Girard, qui parle aussi de la fraternité, qui est le frère et le substitut du double, et surtout s'il est jumeau. Ce qui est marrant, c'est que le texte de Lacan sur la lettre volée, en fin de compte, ça parlait déjà de ça, mais ça n'est pas perçu Lacan. C'est notre conférencier qui est venu ici, qui s'appelait Jean-Claude Milner, qui a pointé ça, que la lettre volée, c'est une histoire de frères. On n'a pas suffisamment marqué ce qui était marqué dans la lettre qui a été mise à la place d'être volée, qui dit ce destin, s'il est digne de Thiès, s'il est digne d'Atrée, est digne de Thiès. Or, Atrée et Thiès, comme vous le savez, c'est la plus horrible histoire de fratricide que la mythologie grecque ait jamais. Voilà. Donc la haine caïnique, ça c'est moi qui rajoute, la haine du frère aurait donc pour origine cette angoisse de voir à chaque instant le surgissement du double. Ça c'est moi, c'est la pointe de mon travail. Bon, chez Rank, il y a une autre leçon, sur laquelle je ne suis pas encore affûté, même pas que je sois sur les autres, c'est le thème de la création. Pour Rank, le névrosé, c'est quelqu'un qui n'a pas accédé à la création. Mais la création au sens large, je veux dire, c'est pas forcément... Par exemple, accéder à la paternité, c'est une création. Il y a beaucoup d'êtres humains, quand ça se présente, ils se débinent. De la même façon, l'accession à la maternité est une espèce aussi, je pense, à une création. Mais bon, la vérité aussi, l'émergence de la vérité d'un destin est une création. Alors, ce soir, on va surtout annoncer Rousseau. Je ne sais pas comment les textes m'arrivent dans les mains, moi. Girard, je ne sais pas comment il est arrivé, Rank, pas plus. Et voilà que, récemment, je suis retombé, parce que quand même, comme j'étais quand même, j'étais potache comme tout le monde, j'ai quand même lu ce livre de Rousseau, sinon je n'étais pas reçu au bac. Et j'ai été reçu. Donc c'est ce discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. Écoutez, je vous le conseille, ça coûte 2 €. C'est vraiment un choc de relire. Rousseau est de nouveau très à la mode.
pour beaucoup de choses. D'abord parce que c'est la nature, c'est l'écologie, c'est tout ça. Bon. Mais pour moi, il y a eu deux idées importantes qui se sont dégagées de ce livre, de ce petit livre, de cette dissertation qu'il a faite pour un prix que l'Académie de Dijon, je crois, avait lancé, un concours. Il y a deux idées qui ont émergé pour moi de ce livre. D'abord, je crois que personne n'a aussi bien parlé du complexe de Caïn que Rousseau. Si vous voulez, je vais vous lire des passages de cela. Qu'on admire tant qu'on voudra la société humaine, elle n'en sera pas moins vrai qu'elle porte nécessairement les hommes à s'en trahir, à proportion que leurs intérêts se croisent, à se rendre mutuellement des services apparents et à se faire en effet tous les maux imaginables par-dessus. D'un côté, on vous caresse, de l'autre côté, on vous arnaque. Que peut-on penser d'un commerce où la raison de chaque particulier lui dicte des maximes directement contraires à celles que la raison publique prêche au corps de la société et où chacun trouve son compte dans le malheur d'autrui? C'est fort. Alors, d'où ça vient, cette haine fraternelle? Rousseau, il avait déjà vu ça. Ce désir universel de réputation. Je vous rappelle que Caïn, dans la Bible, le mythe de Caïn, c'est que Abel avait été décoré, il a reçu une décoration. Il a fait un sacrifice, Dieu lui a accroché la Légion d'honneur. C'est bien mon petit, c'était bon ton sacrifice, et l'autre non. Il a été honoré. Ce désir, alors ça c'est Rousseau, ce désir universel de réputation, d'honneur et de préférence qui nous dévore tous, exerce et compare les talents et les forces. Nous passons notre temps à nous comparer quand même. Ah, ne te compare pas, mais quand même. Sous la table, c'est ce qu'on fait. Combien il excite et multiplie les passions, et combien, rendant tous les hommes concurrents, rivaux, ou plutôt ennemis, il cause tous les jours de revers, de succès, de catastrophes de toute espèce, en faisant courir la même lice à tant de prétendants. C'est à cette ardeur de faire parler de soi, d'être médiatisé, par exemple. Je sors de la radio, je peux le dire. Et c'est à cette ardeur de soi, à cette fureur de se distinguer qui nous tient presque toujours hors de nous-mêmes, que nous devons ce qu'il y a de meilleur et de pire parmi les hommes, nos vertus et nos vices, nos sciences et nos erreurs, nos conquérants et nos philosophes, c'est-à-dire une multitude de mauvaises choses et un petit nombre de bonnes. C'est le complexe de Caïn. Course, cette rivalité tous azimuts, qui serait le moteur de l'histoire. Enfin, c'est pas la lutte des classes, mais même la lutte universelle. Qu'on pénètre donc au travers de nos frives. Alors c'est une note. Si vous le lisez, lisez les notes. Elles sont très riches. Elles sont aussi riches que le texte. Je sais pas pourquoi il a mis des notes. Il dit après coup, j'ai rajouté des trucs. Si vous êtes feignant, ne lisez pas. On n'est pas feignant. Qu'on pénètre donc au travers de nos frivoles démonstrations de bienveillance, ce qui se passe au fond des cœurs, et qu'on réfléchisse à ce que doit être un état de choses où tous les hommes sont forcés de se caresser et de se détruire mutuellement, et où ils naissent ennemis par devoir et fourbes par hasard. Je crois que j'ai lu tout à l'heure ça. Si l'on me répond que la société est tellement constituée que chaque homme gagne à servir les autres, je répliquerai que cela serait fort bien s'ils ne gagnaient pas plus à leur nuire. C'est de la politique, ça, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il n'y a point de profit si légitime qui ne soit surpassé par celui qu'on peut faire illégitimement, et le tort fait au prochain est toujours plus lucratif que les services. Oui, quand même c'est tout comme ça, toute la description est faite de cette eau-là, d'ailleurs. Ça a bouleversé d'ailleurs quelqu'un qui s'appelait Voltaire, qui lui a fait une lettre assez extraordinaire, je trouve. Il dit, d'abord il lui rend hommage en lui disant,
vous êtes formidables. Vous plairez aux hommes à qui vous dites leur vérité, mais vous ne les corrigerez pas. Mais il ajoute cette phrase étonnante. À vous lire, il vous prend l'envie de marcher à quatre pattes. C'est peut-être de l'humour, mais qui c'est qui marche à quatre pattes? C'est les bébés. N'est-ce pas? Il n'y a pas que les hommes. Tout ça pour aller sur le deuxième volet de ce que je voulais vous dire. Cette histoire de la nostalgie d'un âge de ce sauvage naturellement bon. Qu'est-ce que c'est que cette nostalgie de cet homme-là, de cet état-là? Est-ce que ce n'est pas ce que je disais tout à l'heure, puisque nous lisons Rousseau avec nos connaissances psychanalytiques, et en l'occurrence nos connaissances, je dirais, rankistes? Qu'est-ce que c'est que cet âge magnifique, gna gna, où il n'y avait pas de conflit, il n'y avait pas de truc? N'est-ce pas l'état fétal? N'est-ce pas ce dont nous parle Rousseau? N'est-ce pas lui aussi le traumatisme de la naissance dont il nous parle? C'est une interprétation, mais je crois qu'elle n'est pas mauvaise. En faites ce que vous voulez. Alors, il dit quand même des belles choses sur la psychologie. Il dit, pour les psychologues de la salle, et puis dans la préface, il dit, c'est la discipline la plus utile. La plus utile. Je vais vous la lire. C'est pas très long, hein. La plus utile et la moins avancée de toutes les connaissances humaines me paraît être celle de l'homme. Et j'ose dire que la seule inscription du temple de Delphes, connais-toi toi-même, n'est-ce pas, contenait un précepte plus important et plus difficile que tous les gros livres des moralistes. Alors, que se passe-t-il quand le sujet quitte cet état initial d'être du sauvage? Le sauvage, là, c'est pas du tout une insulte, au contraire, une espèce d'idéal. Eh bien, il rentre dans l'enfer d'où nous vivons de la rivalité. Je me permets de dire ici, il y a un texte quand même qui vient en écho à cela. C'est ce livre auquel je suis très attaché, pour un travail fait avec Sophie Morgan, qui est Coëlette. Coëlette dénonce au fond cette chose. C'est cette espèce de compétition, de volonté de s'enrichir, etc. Hebel avali makol havel, qu'on traduit par vanité des vanités, que moi j'ai traduit sous l'influence de Samia Kassab comme folie. Tout ça est folie. Donc je disais, ce texte de Rousseau me paraît être ce qui s'est dit de plus précis et de mieux sur notre complexe de Caïn, dont il définit au fond les paramètres. Le travail que nous faisons depuis 4 ou 5 ans, c'est précisément de construire. Ça ne suffit pas de dire, oui, la rivalité des frères ou des sœurs. Il s'agit de construire cette théorie, de l'enrichir, de l'enraciner, d'affiner sa description, et c'est ce que je crois nous avons fait. Alors, il y a quelques temps, j'ai rafraîchi un peu, j'ai ramené le travail que j'ai fait du temps où j'étais agronome. J'ai travaillé avec les paysans africains. Je vous rappelle en 2 mots, j'avais observé la chose suivante. L'allergie des Africains, des paysans je parle, moi j'ai travaillé en brousse, je n'étais pas dans un bureau à Dakar, hein. Leur allergie à un certain progrès technique. Le progrès technique le plus évident qu'on pouvait leur proposer, c'est d'utiliser les animaux en traction attelée, pour les faire labourer, etc. Ça, on a réussi à convaincre une personne, et ses copains, ils étaient 3,
Mais pour faire ça, ils ont quitté le village. À l'intérieur du village, ils ne pouvaient pas. Alors on disait, dans l'ambiance néocoloniale où je travaillais, si vous voulez, qu'est-ce que vous voulez? C'est des Noirs, ils sont pas très futés, mais enfin, ils sont arriérés, quoi, allergiques. Sauf que j'ai observé un truc extraordinaire. Avant moi, il y avait un agronome qui était plus botaniste qu'agronome, et c'était un type assez extraordinaire pour ça. Il avait été à Calcutta. Calcutta, il y a une énorme station, je ne sais pas où on en est aujourd'hui, mais à l'époque, une des plus grandes stations du riz du monde. Et là, on faisait des recherches sur le riz, etc. Ce monsieur qui s'appelait Magne avait été à Calcutta. Il avait observé les variétés qui venaient d'être sélectionnées. Mais il a été après nommé au Sénégal, dans le même poste que moi, mais après, il va observer que des variétés qu'il avait vues à Calcutta, et qui avaient été sélectionnées 10 ans avant, à peu près, ou 20 ans, il se les retrouvait au Sénégal. Donc pour des gens qui sont allergiques au progrès technique, c'est pas tout à fait le cas. Comment ça s'est fait le transfert? Ça s'est fait parce que l'Angleterre utilisait il y a au Sénégal un pays incrusté dans le Sénégal qu'on appelle la Gambie. Les Gambiens appartenaient au Commonwealth. Et donc les Anglais avaient dû mobiliser des Gambiens, ils avaient envoyé en Inde, avant l'indépendance de l'Inde, et ces braves troufions gambiens, qui étaient des paysans au fond, sont revenus chez eux et ont offert à madame, puisque c'est les femmes là-bas qui sèment S-E-M-E, oui, mais dans tous les sens du terme. Et donc, ça s'est répandu comme un feu de brousse. Ce qui montre quand même que ces gens-là n'étaient pas du tout allergiques au progrès. De mon temps, il y a eu aussi une mission formosane qui s'est installée au sud du Sénégal et qui avait amené avec elle des riz de Formose au Taïwan. Moi je dis toujours Formose, et qui sont des riz ultra productifs. Et ben ils ont été volés des épis de riz chez les machins, et ils ont cultivé. Donc ils étaient très curieux. Alors pourquoi d'un côté ils refusent et pourquoi de l'autre? C'est ce qui m'a amené à distinguer 3 structures de travail élémentaires, ce que j'ai appelé les chantiers. Le premier chantier élémentaire, c'est que tout le monde fait la même chose. Si vous voyez un champ d'Africains traditionnel, vous voyez, chacun a la même houe, ils ont la même position, accroupis comme ça, penchés vers le sol, et tout le monde fait le même geste. Et pour les faire passer à traction attelée, par exemple, ou les faire construire des canaux d'irrigation, qui sont des boulots en progrès, pour faire ça, il faut être 2. Il faut être 2, c'est ce que j'ai appelé le chantier secondaire. Ça, c'est un travail qui m'est très cher. Il est passé totalement à l'as, non pas que les autres. Il me paraît, il faudrait un jour y revenir. Pour arriver à labourer, il faut qu'il y ait un bouvier et quelqu'un qui tient la charrue ou l'arrière. Donc, il faut se mettre à 2. Et là, ils sont complémentaires. D'accord? Je lis mon Rousseau, qu'est-ce que je lis? Je vais vous lire la page où il en parle. Il avait compris le truc. Parce que les techniciens, le brave technocrate, ouais, il faudrait, ça comprenait, etc. Mais tant que les hommes, tant qu'ils ne s'appliquèrent qu'à des ouvrages qu'un seul pouvait faire, on dirait qu'il avait été au Sénégal avant moi, tant qu'ils ne s'appliquèrent qu'à des ouvrages qu'un seul pouvait faire, et qu'à des arts qui n'avaient pas besoin du concours de plusieurs mains, ils vécurent libres, sains, bons et heureux, autant qu'ils pouvaient l'être par leur nature. Ils continuèrent à jouir entre eux des douceurs d'un commerce indépendant. Mais dès l'instant qu'un homme eut besoin du secours d'un autre, dès qu'on s'aperçut qu'il était utile à un seul d'avoir des provisions pour 2, l'égalité disparut, la propriété s'introduisit, le travail devint nécessaire,
Et les vastes forêts se changèrent en des campagnes riantes qu'il fallut arroser de la sueur des hommes. C'est qu'on avait des écrivains de sacrés talents à l'époque. Quelle beauté de style quand même. Il fallait arroser de la sueur des hommes, et dans lesquels on vit bientôt l'esclavage et la misère, germer et croître avec les moissons. C'est exactement la situation que j'ai vue au Sénégal quand j'y étais. Ce brave homme, j'ai appris d'ailleurs qu'il est mort il n'y a pas longtemps, il s'appelait Barlow. Le village savait que s'ils introduisaient cette technique de labour en traction animale, toute la structure du village allait s'effondrer. C'est ça le truc. Toute la civilisation allait s'effondrer. Et ce Barlow a quitté son village. Il y avait des belles forêts en Casamance. Et il a défriché la forêt et il a fait pousser des belles récoltes de maïs, de mil et d'autres choses, de cacahuètes. Et comme il dit si bien, les vastes forêts se changèrent en des campagnes riantes qu'il fallut arroser de la sueur des hommes. Quand j'ai lu ça, j'ai foutu un coup. Et le progrès technique, alors qu'est-ce qu'ils deviennent les gens à ce moment-là, les Africains, quand ils rentrent dans cette destruction des structures traditionnelles, ils vont aller grossir cette foule qui sont dans les banlieues de Dakar ou d'Abidjan, ou je sais tout. Ils ont perdu la structure, la culture villageoise, avec ce qu'il y avait de solidarité, ce qu'il y avait de plaisir dans ce mode de vie où chacun faisait la même chose que les autres. Voilà, c'est à cela que mes pauvres paysans, plus intelligents que nous l'étions, se refusaient. Donc, en résumé, et pour conclure, parce que voilà, ce sont des textes qui peuvent choquer, n'est-ce pas? Bon, je vous en ai lu quelques-uns, mais en même temps, ils nous confrontent quand même à, on peut dire ce que l'on veut. Comment il disait ça, lui? Nos frivoles démonstrations de bienveillance. Hein, on se sent si bien d'être ceux qui au fond de nos cœurs, et qu'on réfléchisse à ce que où tous les hommes sont forcés de se caresser, mais en fait de se détruire mutuellement. C'est choquant, mais c'est vrai. En tout cas, au niveau historique, au niveau politique, c'est vrai. Bon, au niveau individuel, peut-être au cas par cas, c'est différent. N'accablons personne en disant cela. Voilà. En même temps, pour revenir à une question plus psychanalytique et plus clinique, on ose espérer, en tout cas dans ce que nous on entend, on espère quand même une résolution du complexe caïnique qui va passer par autre chose que l'assassinat ou le meurtre. Tu peux toujours espérer. Les réconciliations fraternelles dans nos cures et au détour des analyses, elle est très fréquente. Ah bon? C'est pour venir proposer autre chose comme regard sur la question du complexe de Caïn qu'une issue sanglante. Et c'est ouvrir cette affaire... Violente, mais pas sanglante. Est-ce que ce que tu es en train de dire, c'est que c'est une affaire non symbolisable? Oui. Voilà. En ce sens, le complexe de Caïn aurait quelque chose de différent du complexe d'Oedipe. Il serait insurmontable, indépassable. Oui, mais j'ai écrit ça. On ne sait pas comment surmonter. Ça peut surmonter par certains cas, oui, individuels, bon, dans les cures, ouais, d'accord, dans les bons cas. Mais nous parlons de l'affaire de l'Ukraine. Tu crois qu'on va sortir, nous, de la guerre des frères? Au niveau de quelques cas, oui, par exemple, c'est pour ça que j'ai fait un autre petit livre que j'aime bien. Isaac et Ismaël se sont réconciliés. Joseph et ses frères se sont réconciliés. Mais au niveau collectif, au niveau des grands groupes humains... Alors c'est là où il y a quand même une distinction importante, et c'est pour ça que j'introduisais la question de la philosophie politique de Rousseau au début. C'est qu'on reste quand même des cliniciens, et d'une certaine façon, nos réflexions nous amènent à parfaire ou à modifier un peu notre écoute et ce qui se joue dans nos cabinets, pour beaucoup d'entre nous ici. Et la question individuelle du complexe de Caïn, elle ne se joue pas forcément de cette façon-là.
Et je crois qu'il y a eu une résolution à titre individuel du contexte À du titre cas. individuel, Voilà. surtout si c'est des couples mixtes. Je veux dire, il y a des sœurs et des frères. Et le rôle d'une sœur dans une fratrie où les mâles, les coqs s'entretuent, et ben souvent la sœur, pas toujours, mais souvent la sœur a un rôle. C'est pas toujours vrai dans ces domaines-là. D'ailleurs, j'étais très ému par une émission qui est passée cette semaine dernière sur Radio Classique, sur l'amour fou qu'il y a eu entre Yehudi Menuhin, quelqu'un pour qui j'ai une grande admiration, non seulement parce que c'était un immense violoniste, un des plus grands qu'il y a eu, mais aussi sa sœur, Hefziba. Et comment Hefziba et Yehudi ont vécu toute leur vie dans cette espèce de dialogue permanent, ils jouaient ensemble, ils jouaient. Et j'ai appris d'ailleurs au cours de cette émission qu'ils avaient aussi une autre sœur, qui s'appelait Yalta, qui a été aussi une grande. Qui est morte plus jeune. Hein, qui est morte plus jeune. Je sais pas, mais elle était un peu. Elle pouvait pas rivaliser avec ces deux monstres-là. Donc je vous signale cette émission qui s'appelle Femmes majeures. C'est une émission uniquement consacrée aux femmes musiciennes. Le rapport, c'est justement de pouvoir incarner la question du dépassement de la rivalité. Oui. Et c'est l'exemple qu'il donne pour montrer que le dépassement de la rivalité fraternelle, ça donne parfois deux grands virtuoses comme... Mais de genres différents. Ouais. Voilà. Merci.